Carl Simard de Médicis qui est avec nous. Carl, bonjour. Bonjour François. Et aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui vient connue maintenant à Montréal, peut-être un peu plus au cours des 3 dernières semaines, parce qu'elle a fait son entrée en bourse, c'est Lumenpulse. Exactement. C'est pour cela qu'on a choisi ce sujet pour ce midi, parce qu'on trouve que c'est une nouvelle émission publique et souvent, il est difficile d'évaluer une nouvelle émission publique. Et Lumenpulse est une entreprise de Montréal et les gens que j'ai rencontrés qui veulent faire affaire avec nous dernièrement m'ont tous parlé de Lumenpulse et m'ont demandé mon avis à cet égard. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour ce midi. Bon. Alors, peut-être rappeler ce que c'est, un PAP, un fameux IPO, là. Exactement, en anglais. Initial Public Offering. C'est ça, c'est l'acronyme. En français, c'est un premier appel public à l'épargne. C'est le nom du processus légal par lequel une entreprise qui veut devenir publique doit se conformer. Alors, c'est des exigences réglementaires. Et la première exigence réglementaire de ce processus, c'est évidemment, c'est de produire un prospectus. Et le prospectus doit être un exposé clair, véridique et complet, qui doit donner les informations requises à tout investisseur qui veut prendre une décision d'investissement à l'égard de l'entreprise en question. Et dans le cas de Lumenpulse, le prospectus était très bien fait, comme c'est normalement le cas, mais il a 256 pages. Ça commence à être long à lire un peu. Exactement. Puis, entourant ce prospectus aussi, il y a un contexte que nous, on appelle de vente qui est très important. Parce qu'il y a toujours une campagne de promotion donc, qui est effectuée par les dirigeants de l'entreprise. Comme dans ce cas, ils ont rencontré plus de 160... Il y a eu plus de 100 rencontres dans lesquelles ils ont rencontré plus de 160 investisseurs, institutionnels surtout. OK? Et les banques, ce que les gens, souvent, je pense, ne comprennent pas suffisamment, c'est que les banques canadiennes sont des preneurs fermes. C'est-à-dire que finalement, ils s'engagent à l'égard de la compagnie qui veut devenir publique à offrir, à proposer et même, je dirais même le terme, à vendre les actions à leurs clients via leur réseau de courtiers en valeur mobilière. Alors, il y a une forte pression sur la vente et c'est ce que nous complétons actuellement dans la deuxième slide, qui est celle un peu avant celle-ci, François, qui indique que finalement, il y a de l'enthousiasme, beaucoup, qui est normalement créé, comme tu parlais tout à l'heure de Twitter, évidemment, il y a toujours un engouement. Et le problème est aussi qu'il y a une absence souvent, pas rien que souvent, le cas est que les analystes n'ont pas le droit d'émettre encore des opinions sur la valeur de l'entreprise. Alors, il y a vraiment une absence, un manque de repères économiques pour être capable d'investir adéquatement dans ces entreprises. Puis, évidemment, le prix est fixé, comme ça a été le cas dans Lumenpulse, où il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme, régulièrement dans la limite supérieure de la fourchette. Alors, l'émission s'est faite à 16 $, vraiment dans la limite supérieure. Alors, c'est un marché de vendeurs et non d'acheteurs. C'est comme un encan avec un seul vendeur, puis plusieurs investisseurs qui veulent investir grâce à cet engouement-là. Et le danger, ou encore la tentation, c'est on reçoit tout d'un coup un appel de notre courtier qui nous dit « Hey, une super belle compagnie, le bouton à 4 trous, une entreprise à Montréal. OK? Et souvent, malheureusement, le courtier ne sait pas taper convenablement le fameux prospectus pour en faire une évaluation. Comme d'habitude, c'est pas le prix qu'on paye qui compte, mais c'est la valeur qu'on obtient, faire une analyse de la valeur de la société. Alors souvent, il y a un grand risque de tomber dans le panneau et d'investir sans en savoir beaucoup sur l'entreprise. C'est le cas de très nombreux IPO qui ont été faits au cours des dernières semaines. Il y en a eu beaucoup, moins ici au Canada. Il n'y en a pas beaucoup de PN. C'est peut-être celui qui a été le plus spectaculaire. J'ai vu d'ailleurs le prospectus de 257 pages. Je ne me suis pas tapé. Parce que moi, ce que je reproche à ce genre de papeterie-là, c'est trop en langage d'avocat, malheureusement. Puis les gens perdent leur latin un petit peu là-dedans. Ils ne savent pas où se retrouver. Ça m'a pris quand même plusieurs heures
OK, pour faire cet exercice-là, pour porter une certaine évaluation. OK? Il est chanceux. Exactement. Je voulais le faire convenablement pour l'émission, pour vraiment essayer de porter une évaluation et d'en connaître les tenants et aboutissants et effectivement d'évaluer les risques d'investir dans cette entreprise-là. Alors, c'est une entreprise qui mérite quand même notre respect parce que là, Livret, c'est une entreprise qui, d'abord, qui conçoit et fabrique des solutions d'éclairage basées sur la nouvelle technologie Dell. Okay? C'est des solutions à valeur ajoutée selon les spécifications du client. Okay? Alors, c'est vraiment des solutions sur mesure. Elle a plus de 5000 projets qu'elle a réussi. Elle existe depuis 2006 et elle a réussi à livrer 5000 projets avec succès. Des projets qui peuvent aller de l'éclairage à une bâtisse, à un stade, à un musée, à un pont, alors soit dans le milieu urbain. Seulement dans le milieu commercial, on doit dire, et dans le milieu, effectivement, des entreprises. Alors, ils ne sont pas tous dans le domaine privé. Et la révolution, l'opportunité là-dedans, c'est de saisir une opportunité. Il y a une transition actuellement entre le Dell et les technologies traditionnelles d'éclairage. Et évidemment, progressivement, la majorité des environnements vont se transformer progressivement à cette technologie de Dell qui est beaucoup plus durable, qui est beaucoup plus économique, qui est moins énergivore. Alors, effectivement, là, tu y gagnes énormément. Tu as une entreprise qui développe ses propres technologies. Donc, qui a sa propre équipe de recherche et de développement et qui a réussi à breveter autour de 19 technologies aujourd'hui et qui en a 50 autres qui sont en instance d'acceptation par les autorités réglementaires pour obtenir leur brevet. Alors, c'est quand même qu'ils sont propriétaires, ils ont fait beaucoup de recherche et de développement pour se différencier et avoir des avantages concurrentiels de ce côté. Bon. Lors de l'émission, la valeur intrinsèque, c'est 435 millions, en tout cas, de capitalisation boursière. Ils sont allés chercher 115 millions. Ils sont allés chercher 115 millions. Et souvent, qu'est-ce que les gens ne savent pas? Ça, c'est 115 millions bruts. Oui. OK? Et ils sont même allés en surallocation, ça veut dire que ça a été survendu. Initialement, on parlait de 6,2, se sont rendus jusqu'à 7,2 millions de dollars compte tenu de la demande qui était importante. Mais l'élément essentiel, c'est que 115 millions, ça, c'est sans compter les commissions qu'il faut effectivement payer aux preneurs fermes, qui étaient dans ce cas-là principalement la Banque nationale ainsi que Canaccord. Il y avait aussi la Banque Nouvelle-Écosse, puis d'autres banques. Ils forment un syndicat de preneurs fermes. Alors ça, c'est 6 qui sont payés à eux, plus les frais légaux. Les frais légaux ont été de 3 millions de dollars. Alors tout ça, pour faire une histoire courte, ça a coûté 10 millions de dollars qui n'iront pas dans les coffres de la société, mais qui ont été dans les coffres de ces parties que je viens de mentionner. Alors, maintenant, ça veut dire qu'il y a eu 7,2 millions qui a été émis à l'externe, mais il y avait déjà des actions qui avaient été émises aux dirigeants, aux propriétaires actuels. Bien, on regardera qui a eu quoi, hein, tout de suite après la pause. Ah, ben c'est les nôtres, on va revenir dans un instant tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, avec Carl Simard, on fait le portrait de l'entreprise Lumenpulse. C'est une entreprise de chez nous, c'est une entreprise québécoise spécialisée dans le domaine de la luminosité, les lumières DEL, DEL. On a mentionné avant la pause commerciale qu'on avait émis 7,2 millions d'actions qui sont maintenant rendues publiques. Il y en a quand même 23,1 millions. Là, faut quand même le dire. Tout à fait. Alors, c'est qui a les autres? Bien, les dirigeants, principalement, je pense une quarantaine % et le reste, c'est les employés. Alors là, il y a 70 % qui sont détenus par les dirigeants et les employés, tandis qu'il y a 30 % qui vont être détenus par le public. Mais c'est le total des actions quand même. Là, on est rendu avec 23 millions d'actions à se partager les profits de Lumenpulse. Le cas échéant. Oui, exactement. Okay? Alors, la valeur marchande de cette entreprise-là est quand même rendue de 440 millions de dollars. Et maintenant, l'autre côté de la médaille, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? On va aller assez rapidement avec le produit, avec les 105 millions qu'ils ont reçus. Il y a 10 millions qui vont aller pour le renforcement de leur réseau de vente. Il y a 7 millions en recherche et développement. Ils repayent leurs dettes parce qu'ils s'étaient endettés à la hauteur de 16 millions. Puis il y a 72 millions qui va aller au fonds de roulement et à l'acquisition
d'entreprise. OK? Souvent, ce produit-là, on a remarqué dans plusieurs pattes que souvent, ce n'était pas aussi ventilé. Et vous voyez que même dans cette ventilation-là, il y a encore beaucoup de latitude de la part des dirigeants de qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 105 millions de dollars. Effectivement. Bon. La profitabilité, ça, c'est le côté négatif de cette entreprise-là. Malheureusement, c'est une entreprise qui n'est pas encore profitable et qui a perdu à ce jour plus de 40 millions de dollars, comme on va voir tout à l'heure dans leur bilan. OK? Alors, les marges ne sont pas suffisantes. La marge autant celle brute et la marge également opérationnelle. Les coûts de vente sont à la hauteur de 25,8 %. Ils ont un réseau de vente extraordinaire, international. Il coûte cher? Mais il coûte excessivement cher. Pourquoi? Parce que c'est trop jeune encore, puis on n'a pas été capable de mettre tout en place pour avoir une certaine rationalisation. Moi, je pense que dans ce domaine, c'est un domaine qui est extrêmement concurrentiel. Ce sont des consultants qui sont embauchés par des clients pour trouver les meilleures solutions. Les processus de vente sont extrêmement longs. Les projets sont à l'extérieur. Alors, les ventes vont toujours coûter extrêmement cher. OK? 25,8. Et comme c'est un domaine dominé par des experts, alors ils vont par appel de proposition. Et effectivement, il n'y a pas de collusion dans ce cas-là, je peux vous le dire. Alors, effectivement, il y a une pression à la baisse sur les prix. Et ils vont toujours avoir des problèmes, à mon avis, d'essayer d'être profitables. Bon. Parce que je regardais les charges générales administratives de 12,5, c'est dans la norme. Je trouvais la recherche et le développement pour une entreprise comme celle-là, qui fait sa propre fabrication, qui fait sa propre recherche à 4,3 % de la charge, pas beaucoup, me semble. Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même raisonnable parce qu'elle Ouais. n'avait pas beaucoup les moyens d'en faire. C'est pour ça qu'elle a décidé d'en remettre dans la recherche et le développement pour améliorer ses technologies. Mais la marge brute, OK, qui est de 40,4 %, elle, ils veulent l'améliorer au moins 50 %. Alors, il y a 25 % d'efficacité à aller chercher au cours des prochaines années pour être suffisamment rentable, à mon avis, pour justifier l'évaluation actuelle. On a rapidement sauté à la conclusion, mais on y reviendra par la suite si on veut. On peut regarder ce qu'il y a comme actif et passif aussi. Exactement. On voit que c'est incroyable. C'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'autour de 70 millions, mais il y a 20 millions de dollars dans les actifs courants. Les actifs courants, ce sont les inventaires, ce sont les comptes à recevoir. Alors, comme c'est il fonctionne beaucoup par projet, moi, à mon avis, les comptes à recevoir sont toujours très importants parce que souvent, tu vas être payé à la fin du projet lorsque c'est livré. Oui. Okay? C'est toi qui finances, là. C'est toi qui finances. Alors, malheureusement, nous, c'est une entreprise qui est intensive en capitaux, non seulement en fonction des capitaux dans les actifs courants, mais des capitaux également parce qu'il te faut des usines, il te faut effectivement des immobilisations intangibles, dans le sens où il faut que tu fasses la recherche et le développement, tu as des technologies. Ça demande beaucoup de frais également pour profiter de ces technologies. Alors, les uns avec les autres, là, les actifs, c'est quand même une business qui est intensif en capital, dont le fonds de roulement est très important. Alors, on voit qu'il y avait des dettes là, au niveau des actions privilégiées. Tout ça va être converti. Ça, c'est le bilan avant la conversion. Avant l'émission. Avant l'émission. Exactement. Alors, ça vaut combien? C'est ça le gros point. Puis je trouvais que c'était difficile de faire l'exercice. Tu dis que je suis convaincu que tu t'es cassé la tête un peu. Ah oui, il est presque infaisable. Oui, bien, c'est ça. Il est presque infaisable. Je pensais que j'étais pas correct. Moi, j'ai mis des lunettes roses. OK. Puis j'ai dit, en mettant ces lunettes roses-là, puis assumons 50 % de croissance de vente par année. Parce que l'industrie va croître énormément. Hein? L'industrie va croître de 30 % mais mettons que je mets des lunettes roses, j'ai 50 %. Dans 5 ans, les ventes vont être rendues à combien en assumant ce taux de croissance annuel? C'est autour de 560 millions de dollars. Assumant que leur programme d'amélioration de profitabilité fonctionne. Assumant qu'ils viennent avec des marges de bénéfices avant impôts, intérêts et amortissements autour de 10 %, ce qui serait un accomplissement majeur. Les profits dans 5 ans, non les profits de l'année prochaine, mais les profits dans 5 ans seraient autour de 56 millions de dollars. Comme on a dit tout à l'heure, la valeur marchande est de 480 millions. Ça représente 8 fois les profits, pas de l'année prochaine. Anticipé dans 5 ans. Anticipé selon un scénario rose. Je t'écoute depuis 2 minutes. Tu as dit beaucoup de si, là. Ah, c'est très hypothétique. OK?
Et malheureusement, quand on voit, si on fait le bilan des pour et des contre de cette entreprise-là, dans les pour, on le dit, c'est une entreprise qui a des brevets, de super de belles technologies, qui a exécuté plus de 5000 projets, qui est dans un marché qui est très fragmenté, alors propice à des acquisitions, qui a une transition de technologie qui offre une opportunité intéressante également de croissance. Puis l'équipe de direction est actionnaire également beaucoup de l'entreprise. Mais sa feuille de route de profitabilité est inexistante. Elle n'a jamais réussi sur 5000 projets à livrer dans l'ensemble une profitabilité. Elle s'est améliorée au cours des années, mais le pas pour se rendre à une profitabilité adéquate pour justifier son évaluation actuelle est énorme. Okay? La misère à générer des flux de trésorerie aussi, exactement, en plus. Là. Exactement. Puis là, elle prétend qu'elle va faire des acquisitions. Mais souvent, il ne faut pas compter une acquisition pour améliorer sa profitabilité. Ça veut dire que si tu n'as pas réussi avec les années à développer une recette, une façon de faire qui est profitable, mais ce n'est pas l'entreprise que tu vas acquérir qui va te le fournir, c'est plutôt le contraire normalement. C'est la culture que tu as, c'est elle qui doit finalement prendre le dessus sur la culture. Il faut que ça transparaisse sur l'autre. Exactement. Alors, quand on regarde les pour et les contre, tu as fait les deux tableaux. Il y a quand même des côtés positifs à cette entreprise-là. Tout n'est pas négatif. Non, il y a des belles opportunités d'investissement. Ils ont fait des projets et tout. C'est dans un beau secteur en croissance. Mais le défi qu'elle a pour se transformer en compagnie profitable et atteindre les niveaux de croissance qui est demandé pour justifier l'évaluation m'apparaît trop difficile à mon avis. Alors moi, je ne miserais certainement pas sur cette entreprise actuellement. À cause de quoi, principalement? Est-ce que c'est le taux de croissance qui est 50 là, c'est pas mal. 50 dans un scénario rose. Oui. OK? Même, ils ont dit qu'elle allait réussir. Il y a même quelqu'un qui a fait l'évaluation qui a dit qu'il fallait que l'entreprise ait un taux de croissance de 100 par année pour mériter l'évaluation qu'elle a actuellement. Et ça, c'est sans compter les efforts qu'elle doit consacrer pour améliorer sa profitabilité. Alors, effectivement, dans tout l'enthousiasme que ces fameux papes peuvent représenter, souvent, malheureusement, on néglige d'évaluer l'entreprise. Bon. Dans les points positifs, je remarque qu'une grosse portion du conseil d'administration et de l'équipe de direction sont des actionnaires. Donc, ils croient en ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que eux, ça marche par projet. C'est pas du travail à la chaîne. Bien, tout à fait. C'est que les économies d'échelle, normalement, quand tu travailles tu fabriques toujours le même produit, tu peux avoir des économies d'échelle. Le 1 millionième produit qui va sortir de ton usine de production va coûter beaucoup moins cher que ton premier produit. Mais comme actuellement, on est dans des activités qu'on appelle discontinues, ça veut dire c'est projet par projet, c'est client par client, c'est spécification par spécification, il est très difficile d'avoir des économies d'échelle. Bien, très bel exposé. Merci beaucoup. On va retrouver un petit peu plus tard pour les questions. Merci. Marc Lécuyer, dans un instant, tout de suite.